Vous écoutez le podcast Devenir écrivain, épisode 180. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animateur Dimitri Poloski, fondateur des éditions de L'Homme sans nom et formateur. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Devenir écrivain. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Dimitri Pawlowski, créateur des éditions de L'Homme sans nom et cofondateur de l'ICAR, l'Institut des carrières littéraires. Avant de rentrer dans le vif du sujet de ce podcast, deux petites choses importantes. La première, c'est que je tiens à vous souhaiter à tous et à toutes une très belle année 2024, car ce podcast sort en tout début janvier. J'espère que cette année verra l'accomplissement de tous vos vœux les plus chers, notamment littéraires. Et l'autre chose, c'est que je vous présente mes excuses. Je parle un petit peu du nez. J'ai chopé un vilain gros rhume, ce qui fait que mon élocution va être peut-être un petit peu moins précise qu'à d'autres occasions, donc toutes mes excuses pour cela. Donc, cela étant dit, on va pouvoir attaquer maintenant et rentrer dans le vif du sujet de ce podcast. Je reviens pour vous proposer une nouvelle chronique littéraire axée autour de conseils d'écriture. Je vais vous faire un petit rappel rapide de ce en quoi consiste ce format. Je prends un roman et je vous en parle à la fois sous un angle de présentation entremêlé d'une légère critique littéraire, et à la fois sous un angle où je m'attarde autour de quelques points bien spécifiques qui peuvent être intéressants sous un prisme d'auteur ou d'autrice. Je continue de podcast en podcast où j'aborde des romans de cette façon-ci à explorer des genres différents afin de pouvoir vous guider dans de multiples directions. Je fais ce petit rappel rapide et cette petite précision. Même si le roman que j'aborde ne rentre pas dans le genre littéraire dans lequel vous écrivez, les conseils que je peux donner resteront pertinents pour vous. Pas forcément de manière extrêmement directe, mais ça peut être des points que vous pourrez utiliser en les adaptant à votre projet à vous. Évidemment, ils sont également la possibilité de vous offrir des éléments plus théoriques pour maîtriser des choses qui ne vous servent pas directement. Et c'est quelque chose qui est toujours utile. D'une part, vous ne saurez pas dans quel genre littéraire vous écrirez votre texte suivant. D'autre part, avoir une maîtrise plus transversale et plus purement théorique, quelque chose qui va vous aider à composer un bagage d'auteur et d'autrice beaucoup plus large, et donc à avoir des compétences globales qui vont progresser. Et évidemment, je ne peux que conseiller de se tourner en tant que lecteur et en tant que lectrice vers des genres que vous n'explorez pas forcément dans l'écriture, à la fois pour vous aérer l'esprit, mais également pour voir un petit peu ce que font d'autres auteurs et d'autres autrices dans des genres littéraires. C'est quelque chose qui sera utile quel que soit votre profil. Aujourd'hui, je vais revenir à la littérature générale, avec un texte qui explore une zone bien spécifique de cette littérature dite blanche, via un récit de ce que nos amis anglo-saxons appellent de la nature writing, littéralement plus ou moins, de l'écriture liée à la nature. Il s'agit du roman La Rivière de Peter Heller, et c'est le 4e roman de son auteur. L'homme a été découvert par un texte qui s'appelait La Constellation du Chien, un roman qui entremêlait récits d'aventure, portraits de personnages et univers post-apocalyptique, avec une facette contemplative et une approche paradoxalement plutôt lumineuse. Un énorme succès traduit dans de nombreuses langues, ce texte a lancé la carrière de son auteur, mais également posé les fondations de son écriture et des thématiques qu'il allait aborder. La nature, évidemment, la violence des sentiments humains entremêlés de temps de pause et de temps contemplatif, mais aussi la pêche, qu'on retrouve dans nombre de ses récits, dont celui dont je voulais vous parler aujourd'hui, et le rapport à l'eau. Ce qui n'est pas forcément surprenant pour un homme qui a consacré beaucoup de temps au kayak de rivière et qui a voyagé de par le monde à kayak, racontant ses découvertes et aventures dans différents magazines. C'est également un homme engagé qui a notamment travaillé avec National Geographic pour accompagner un équipage éco-pirate cherchant à empêcher des baleiniers japonais de massacrer des baleines pilotes. De ses expériences et de bien d'autres qu'il a pu vivre, il a tiré 3 récits de voyage qu'il a publiés avant ses romans, dans lesquels on retrouve, comme on peut s'en rendre compte à ma rapide présentation des thématiques transversales, ce rapport à la nature. Il suffit de voir comment il pose un respect du pêcheur pour ce qu'il pêche dans ses romans, tout cela entre respect, admiration et crainte de l'immensité et de l'absolu de la nature. Car c'est bien l'immensité et l'absolu de la nature qui va servir d'élément déclencheur dans La Rivière. On y suit Jack et Wynne, 2 meilleurs amis qui se sont découverts un peu par hasard au cours de leur jeunesse et qui s'offrent une virée en canoë sur le fleuve le Masquoi, dans le nord du Canada. 2 gaillards qui s'aiment comme des frères, athlètes et passionnés, et qui savourent ce moment un peu hors du temps, où ils peuvent aller à leur rythme entre intensité physique du pagayage, moments de pêche et temps de pause à profiter simplement de l'immensité et de la paix de la nature. Jusqu'à ce qu'arrive un événement perturbateur,
un immense incendie de forêt qu'il devine au très loin. Au moment où il le découvre, l'incendie est vraiment à une distance extrêmement importante, mais dont l'ampleur va les mettre dans une situation de course contre la montre pour atteindre leur destination et parvenir à se dégager des griffes des flammes. Car voir un incendie extrêmement loin et réussir à le voir quand on est extrêmement loin, ça indique bien l'ampleur de la bête. Et autant dire que Peter Heller parvient à merveille à faire comprendre qu'un incendie à grande échelle, on a beau être sur une rivière même large de plusieurs dizaines voire centaines de mètres, on est loin d'être nécessairement à l'abri. Un apport culturel au final indispensable tant pour un lectorat citadin et globalement pour quiconque n'a pas été confronté de près à un méga feu, il est impossible d'imaginer l'impact et les proportions que cela peut prendre. La grande intelligence d'Heller étant d'amener ça de manière naturelle, intégrée à la narration, par le biais des échanges, des inquiétudes que peuvent avoir les personnages, pour faire monter la tension narrative. Il en profite également pour développer la dynamique de ces personnages, leurs spécificités, leurs relations, entre le doux colosse Wynne et sa foi absolue en l'humanité, et le prudent homme de nature qu'est Jack, poursuivi par le traumatisme de la mort de sa mère dont il ressent le poids de la responsabilité, alors qu'il s'agit d'un pur et simple accident. Si la balance entre le développement des personnages penche légèrement vers Jack, le choix d'Heller de procéder ainsi fait rapidement sens, qui lui permet de rendre le développement de ces personnages au final plus crédible et naturel. Je vais revenir sur ce point et sur la technique liée dans la partie sur les conseils d'écriture. Mais les choses vont se compliquer singulièrement quand Jack et Wynne vont se retrouver à rencontrer un homme traumatisé, légèrement blessé et disant qu'il a perdu sa femme dans le brouillard, et que les deux jeunes hommes vont décider de revenir sur leurs pas pour aller la chercher et la trouver dans un état entre la vie et la mort. L'homme a-t-il essayé de tuer sa femme et cherchera à les éliminer comme le pense Jack? Est-il simplement traumatisé et perdu comme le pense Wynne? La vision pas toujours positive de la nature humaine qu'a Heller et les événements qui suivront permettront assez vite de se faire une idée et d'observer tout autant l'impact que cela va avoir sur la dynamique dans le duo d'amis, mais également d'amener une tension qui va se rajouter à celle causée par l'incendie. La pression, notamment temporelle, de l'incendie est renforcée par la présence d'une femme qui a besoin de soins médicaux urgents et par également une menace qui se retrouve à être difficile à anticiper. Et c'est là que Heller déploie tout son art, en entremêlant des moments de pure tension, violents et bruts, y compris dans l'écriture qui va devenir incisive, directe, elle-même brutale, et des moments de contemplation posés, car les personnages de toute façon ne peuvent pas aller plus vite que le temps lui-même. Et lorsqu'ils se posent pour la nuit, lorsqu'ils doivent pêcher pour pouvoir se nourrir ou faire une pause, pour pouvoir reprendre des forces et continuer à avancer, ils sont confrontés à l'immensité de la nature et à la profondeur de leurs pensées et de leur intériorité personnelle. Et c'est ainsi en confrontant l'infiniment grand de cette nature qu'il nous rappelle toute puissante, avec un droit de vie et de mort sur ses habitants. D'ailleurs, la gestion de la faune menée par Heller est à ce titre exceptionnelle, une faune qui à la fois anticipe et fuit l'incendie, et à la fois se retrouve victime de l'incendie, et par ce biais peut permettre à d'autres de survivre. Et donc il confondent cet immensément grand de la nature et l'immensité contenue dans chaque individu, insignifiant en tant qu'être face à ce monde qui l'entoure. Et Heller trouve un équilibre et une force dans cette dynamique entre la nature et l'humain, entre l'immensément grand et l'immensément petit, mais avec une intériorité qui est elle-même immense. Cet équilibre et cette force vont infuser tout le roman. L'équilibre entre tension, moments de calme, travail sur les personnages, c'est un travail d'équilibriste. Et si le rythme du récit pourra parfois troubler à la lecture, le tout n'en reste pas moins un impressionnant travail d'orfèvre. Je vais maintenant, comme de coutume, passer à 3 points qui vont pouvoir vous nourrir en tant qu'auteur, en tant qu'autrice. Je l'ai évoqué pendant la critique, mais la façon dont Heller travaille la dynamique entre Jack et Wynne est extrêmement intéressante et peut vraiment vous inspirer. En effet, un équilibrage grosso modo 50-50 aurait certes permis plus de développement des deux personnages à titre individuel, mais au final, choisir d'accentuer l'un des deux points de vue va dynamiser le récit. La façon dont Heller apporte des éléments sur Wynne via Jack, que ce soit les ressentis de Jack ou les réactions que peut avoir Wynne aux actions de Jack, et la façon également dont Heller les complète simplement par des moments d'intériorité également que peut avoir Wynne, tout cela lui permet ensemble d'avoir une dynamique qui est extrêmement naturelle, où les deux personnages sont construits de manière extrêmement organique. Il n'a dans les faits à aucun moment ou presque besoin d'expliciter les choses. Tout ce qui doit être dit sur l'un et sur l'autre apparaît par le biais de l'un ou de l'autre, soit par l'intériorité du personnage, où Heller nous livre ses ressentis, son approche du monde, soit par le regard de son ami, qui permet à Heller d'apporter des éléments qu'une personne peut difficilement comprendre de soi-même et intérioriser. Le regard de l'autre apporte des informations différentes du regard qu'on a sur soi-même.
Et il y a évidemment toutes les subtilités qui vont avec. Un point qu'il pourrait transmettre par l'intériorité de l'un, mais qu'il juge plus important pour ce que cela va faire ressentir au lectorat, ce que ça va lui faire comprendre, de le montrer par le biais du regard de l'autre. Et c'est cette approche qui explique et qui amène également naturellement le fait que Jack prenne un peu plus de place, car c'est celui qui est prêt à vivre le conflit, à faire face au danger. En effet, c'est lui qui a une vision du monde qui est plus dure que celle de Wynne. L'équilibre entre les deux personnages se met en place dans la narration de manière au final naturelle par le biais de ce que chacun des deux est en substance. Le second point sur lequel je vais mettre l'accent est l'application d'un effet de style. Je vais vous lire une scène et développer ensuite. Pour vous mettre un petit peu le contexte, pour que vous ne soyez pas complètement perdu, Jack a perdu sa mère lors d'un accident durant une promenade à cheval. Il est en train de revivre l'événement en rêve, comme cela lui arrive de fait assez souvent de nuit en nuit. Le sentier traversait des épicéas le long de la rive droite de la rivière. À la fin juin, la fonte des neiges continuait de grossir le cours d'eau, mais ce n'était en fait qu'un gros ruisseau qui tombait rapidement dans un canyon resserré, ombragé et densément boisé d'épicéas et de pins. La Sand grimpait haut au-dessus des rapides tonitruants. La mère de Jack était devant lui sur Mindy, une jument quarter horse douce et charpentée, et il suivait sur Duke, son jeune cheval à robe grise. Dans son rêve comme dans la réalité de ce matin-là, il insistait pour fermer la marche parce que ça le faisait se sentir plus adulte. Comme dans la vraie vie, ils prenaient leur temps. Le sentier était étroit et rocailleux, accroché à flanc d'une pente raide. Son père avançait en chantonnant. 15 mètres plus bas, la rivière chutait dans une gorge étriquée et disparaissait dans un coude serré sur la droite. Le torrent grondait comme un moteur de jet et on voyait une brume de vapeur d'eau dans les arbres. Le cœur de Jack battait la chamade, il adorait ça. En tête, son père arrivait à un court bloc de pierre plate, en pente, et claquait la langue pour que Dandy le passe. Jack entendait le grincement des sabots ferrés sur la pierre, voyait BJ remuer la tête, baisser le nez et franchir l'obstacle. Il entendait le tintement du mors, le cliquetis des pas délicats du cheval, et puis sa mère qui encourageait la lente Mindy. « Gentille fille, c'est bien ma fille. » Comme dans la vraie vie, quelque chose effrayait BJ, qui tirait sur la longe et le père de Jack s'écriait « Wow, ma fille, du calme !» Et Mindy avait un mouvement de repli, sauf qu'elle était sur la pierre et qu'un de ses sabots postérieurs glissait, le sabot gauche. Jack l'avait sous les yeux. Le sabot ferré glissait et tentait de retrouver un appui. La mère de Jack hurlait « Hé !» L'arrière-train du cheval emporté et les sabots antérieurs à présent qui griffaient la mousse au-dessus du sentier. Et Jack voyait tout comme au ralenti. Le cheval et sa mère qui tiraient toujours sur les rênes, penchés en avant sur la crinière pour sauver la jument, mais perdaient toute traction. Les jambes arrière qui remuaient dans le vide, la jument hurlant tandis qu'elle basculait. La jument hurlait, pas sa mère, un cri pareil à celui d'un humain terrifié. Il les voyait heurter un grand épicéa, partir sur le côté, se séparer dans les airs. Sa mère tenant encore les rênes, son chapeau qui s'envolait et retombait comme un oiseau atteint par une balle. Cette fraction de seconde en suspens dans le continuum, et elle sombrait en somme dans le torrent blanc. Le temps d'un instant, miraculeusement, elle nageait. Sa mère attrapait la selle, puis elle franchissait ce qui avait dû être une saillie désormais transformée au sommet d'une déferlante, qui plongeait au fond d'une dépression rugissante avec effet de siphon, et elle disparaissait et réapparaissait une fois. D'abord la tête noire de la jument, puis le bras de sa mère avant qu'elle ne soit projetée contre la paroi et emportée contre le coude de la rivière. Son père, quand il retrouvait la parole, hurlait « Ne bouge pas », etc., etc. On voit bien ici combien forme et fond sont emmêlés, entremêlés. L'action est au ralenti dans la façon dont Jack la vit, et la scène est écrite en substance au ralenti. On le voit avec des phrases extrêmement longues, extrêmement complexes, remplies d'incises, qui vont ralentir l'avancée de l'action. Le but, voilà, c'est d'avoir des descriptions qui s'étirent, qui rentrent dans de l'ultra-détail, qui font ressentir à la lecture ce que ressent Jack de ce moment de son rêve. L'effet de style n'est donc pas là juste pour faire joli, mais pour transmettre un ressenti bien spécifique au lectorat, le plonger dans la même temporalité que celle que vit Jack, lui faire comprendre ces textures un peu ouatées, étranges des rêves. Et c'est une chose qui est extrêmement importante. Un effet de style n'est jamais meilleur que quand il apporte du sens, qu'il permet à forme et fond de fonctionner ensemble. Et c'est ce que cette scène réussit parfaitement. N'hésitez pas à prendre du temps pour l'analyser. Regardez la structure des phrases, le rythmique des phrases, la façon dont les personnages interviennent par une oralité, une réaction, et ainsi de suite. Et vous verrez comment Heller a vraiment travaillé toute cette séquence, voilà, qui démarre un peu plus tôt et qui continue un petit peu après l'extrait que j'ai lu, pour mettre en place ce ressenti qui est destiné à faire vivre au lectorat ce que vit Jack durant son rêve et ce que ça implique du souvenir qu'il a de la scène de la mort de sa mère. Le dernier point que je vais aborder va être assez logiquement que La rivière est une parfaite lecture pour toutes celles et tous ceux qui veulent s'attaquer à de la nature writing. Vous y verrez combien ça n'implique pas de n'être que de la contemplation, que des longues descriptions. N'oubliez, comme je viens de vous le dire, jamais qu'une description doit servir votre propos, par une pause d'ambiance, de temps d'attente volontaire, etc., et ne pas s'étirer plus que de raison. Vous verrez dans le roman combien la nature devient un personnage à part entière, un personnage qu'on peut en partie comprendre. Jack et Wynne la connaissent bien, ils savent se débrouiller en pleine nature, y faire globalement face,
Ils anticipent les choses comme l'incendie qui les menace ou les dangers des rapides, obligeant à des zones de portage pour ne pas prendre de risques inconsidérés. Ils sont en relatif, et c'est le mot relatif qui est très important, contrôle pour minimiser les risques et pouvoir affronter la nature dans des conditions tout à fait envisageables. Mais, et c'est bien là que le relatif est important, il est tout bonnement impossible de contrôler, de maîtriser réellement la nature. La nature est plus grande que l'homme, et lui est confronté à son immensité. Cela peut être par le biais de la contemplation d'une chose qui le dépasse, avec une facette qui peut être positive, dans ce ressourcement spirituel au sein d'un univers qui ramène à une forme de simplicité, à une idée de racine, dans ce rapport à la nature si positif qu'on peut avoir, notamment, et je dirais même surtout quand on est quelqu'un de citadin, mais ça peut également avoir une facette négative, quand on est oppressé par une immensité mystérieuse, seul dans une forêt immense, perdu sans civilisation des dizaines de kilomètres à la ronde. Ça peut donc, comme je l'ai dit, être par la contemplation, ça peut également être par l'affrontement, une lutte pour sa survie, quand on est confronté à la violence que la nature peut proposer, par un incendie, une inondation, et ainsi de suite. On a donc toute une palette qui va de la plus grande paix, de la plus grande sérénité à la plus absolue violence. Et c'est en utilisant toutes ces variations qu'on va réussir à faire vivre son récit. On part au final de ces lieux communs, nature apaisante / nature violente. Et on va construire sa dynamique narrative, dans laquelle on va plonger les personnages et observer leurs interactions, à la fois vis-à-vis de cette nature qui les entoure, mais aussi entre eux. Dans ce cadre où le vernis de la civilisation peut parfaitement décider de s'effriter, voire de complètement disparaître. Un retour à des pulsions plus sauvages, dans un cadre qui n'a pas l'aspect policé d'une vie en communauté, et plus encore citadine, d'autant que ce qui disparaîtrait dans une forêt à l'écart du monde, ça ne se retrouve pas facilement. J'en profite pour une petite recommandation cinématographique en complément de La Rivière, autour de ce rapport à la nature, mais aussi de cette facette de vernis de civilisation qui est amenée à exploser. Le film de John Boorman, Délivrance, qui reprend un cadre de parcours à canoë dans un milieu naturel, tout en mettant plus l'accent sur la facette des dynamiques sociales et la confrontation civilisation et monde plus brut de la nature. On voit d'ailleurs combien on peut élargir la réflexion à d'autres œuvres qui traitent, et le terme n'est pas innocent, de nature humaine, avec la situation entre civilisation et violence. Via une autre recommandation que je peux vous faire, à la fois cinématographique, le film de Sam Peckinpah, et romanesque, le roman de Gordon Williams avec Les Chiens de paille. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur La Rivière, notamment la structure et la longueur des chapitres et la façon dont Heller va jouer avec la longueur des chapitres. Je raborderai peut-être cette question dans un autre podcast, mais n'hésitez pas à garder ça en tête quand vous lirez le roman. Et j'en arrive du coup à la fin de cette chronique littéraire. J'espère que les conseils que j'ai pu vous apporter vous seront utiles, que ça va avoir pu vous inspirer. Pour toutes celles et tous ceux qui voudraient creuser ces questions liées à l'écriture, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter qui va notamment vous tenir au courant des dates d'inscription pour notre prochaine session de formation proposée par l'Institut des carrières littéraires, dont la prochaine séance d'inscription démarre normalement quelques jours après la diffusion de ce podcast. Donc pour celles et ceux qui voudraient vraiment creuser la question de l'écriture, mettre un gros coup de boost à leur projet littéraire, mieux comprendre le monde de l'édition et être prêt et prête à se lancer dans le grand bain, n'hésitez pas à revenir vers nous, à nous suivre et peut-être à nous rejoindre au sein de la prochaine session de formation ou lors d'une des suivantes, bien évidemment. À nouveau, je vous souhaite une très belle année 2024 et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast où normalement j'aurai retrouvé une voix normale. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licar.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi, rejoins-les sur licar.fr/formation.